le nord-est de la France, en Moselle, Thionville est une mosaïque d'époques différentes qui ont, au fil des siècles, bâti l'histoire singulière de cette ville. En effet, le centre-ville permet de se promener aisément dans ce passé complexe qui a forgé son visage. Lieu de villégiature de Charlemagne, roi des Francs, le petit bourg s'appelait autrefois Théodonis Villa. Des noms, Thionville en aura porté beaucoup, mais tous sont au service d'une seule et même histoire, celle de ce territoire thionvillois. À travers des reconstitutions 3D, en parcourant son patrimoine et en compagnie d'experts, nous allons plonger dans l'histoire de Thionville. De l'époque du 8e siècle, époque de sa première mention administrative, il ne reste aucun bâtiment. Mais les artefacts de cette époque, eux, n'ont pas disparu. Au musée de la Tour aux Puces, qui retrace l'histoire de la ville et de ses environs, les collections sont riches, comme va nous le faire découvrir le professeur d'histoire Geoffrey Félicie, qui m'attend au premier étage. Donc ici, en fait, on peut admirer tout un stock d'armes qui appartenaient à des Mérovingiens, donc qui ont été retrouvés à Thionville et dans les environs. Donc il faut savoir que les Mérovingiens, lorsqu'ils décédaient, ils étaient enterrés dans des caveaux avec des armes, avec des bijoux, des colliers, alors surtout les membres de l'aristocratie, entendons-le bien. Et donc là, ici, c'est grâce à ça qu'on a réussi à retrouver ces armes, qui sont quand même dans un état de conservation particulièrement intéressant. On voit exactement ce que ça représente, quoi. Oui, alors on a des pointes de lance, des pointes de flèches, etc., des éperons. Et là, on a donc des boucliers ou des parties de boucliers et des reconstitutions. C'est ça, oui. Alors, les deux boucliers d'en bas sont des reconstitutions, bien sûr, mais ils ont été refaits à l'aide de pièces qu'on avait retrouvées. Donc ça, en fait, ce sont les parties supérieures des boucliers qui permettaient en fait de frapper l'adversaire lorsqu'il arrivait au contact. D'accord. Donc, le bouclier était défensif, mais il permettait aussi de porter un coup. Et alors là, on a un sol assez exceptionnel. Ça, ce sont des tombes en fait qui appartenaient à des notables du pays thionvillois. Oui. Alors, il faut savoir que ces tombes, à l'origine, étaient placées sur le parking du quai Marchal, donc où il y avait le couvent des Augustins, donc où les gens pouvaient se faire enterrer si telle était leur volonté. Il n'y avait pas que le cimetière de la ville. L'époque la plus ancienne qui a laissé de nombreuses marques historiques au niveau de son urbanisme, c'est celle durant laquelle la ville était rattachée au Luxembourg. D'ailleurs, le musée dans lequel nous nous trouvons, celui de la Tour aux Puces, date justement de cette époque. La Tour aux Puces n'est autre que l'ancien donjon du château des comtes de Luxembourg. À cette époque, le château fort était encerclé d'une enceinte fortifiée dans laquelle se trouvait le fameux donjon. Aujourd'hui, il reste encore cette porte comtale composée de 2 tourelles au toit en poivrière, modifiée au cours de l'histoire, certes, mais toujours représentative de ce passage qui permettait de communiquer entre le château et la cité. Mais venons-en maintenant au nom de cette tour, la Tour aux Puces. Pourquoi un tel nom ? Réponse avec Geoffrey Félicie. En fait, la Tour aux Puces, disons qu'il y a une légende qui dit qu'en fait une princesse aurait été enfermée dans cette tour, elle aurait été laissée pendant un certain temps dans cette tour, et lorsqu'on serait revenu la chercher, les puces l'auraient dévorée et on n'aurait trouvé qu'une partie de sa chevelure. Ça, c'est le nom légendaire. Ouais. La raison peut-être plus historiquement vraie serait que lorsque les Français ont assiégé la ville de Thionville en 1558, les Luxembourgeois appelaient cette tour la Peutsturm, d'accord, donc la tour au puits, parce qu'il y a le puits là, ça servait à ravitailler le donjon en cas d'attaque. Et donc les Français, en fait, donc de Peutsturm, ont décidé, disons par facilité de langage, transformer ça en tour aux puces. D'accord, c'est la translittération. Voilà, c'est une translittération qui n'est pas exacte. Ce donjon du XIe siècle est devenu un musée en 1907. Et ses riches collections permettent de mieux comprendre l'histoire du territoire thionvillois, de l'Antiquité à nos jours. Autre vestige de cette époque luxembourgeoise de Thionville, au cœur du centre-ville historique, cette autre tour qu'on appelle le Beffroi. La charte de franchise de 1239 accordée par le comte Henri V, dit le Blondel, permet à la ville de s'entourer d'une enceinte fortifiée, mais aussi un certain nombre de droits et de devoirs pour les grandes familles de la cité. Le Beffroi, construit au siècle suivant, symbolise aujourd'hui cette époque. Modifié à de nombreuses reprises jusqu'au XIXe siècle, le Beffroi servira de tour de guet jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui encore, ce Beffroi abrite la grosse Suzanne, cette grosse cloche de 2 tonnes qui permettait de sonner le rassemblement ou de prévenir de l'arrivée imminente d'un danger. Mais la marche de l'histoire, vous le savez, ne s'arrête jamais.
Et au XVIe siècle, la ville devient espagnole en se rattachant par alliance aux Pays-Bas, puis aux Habsbourg en entrant dans le Saint-Empire romain germanique. Le XVIe siècle voit la ville évoluer à de nombreux égards. Son urbanisme notamment se transforme. La ville se développe également au niveau de ses fortifications. Thionville, plus que jamais, devient une place forte réputée imprenable. Et pourtant, cela n'empêchera pas la ville de tomber sous domination française, sous le règne du jeune roi Louis XIV, une appartenance au royaume de France ratifiée par le traité des Pyrénées en 1659. Et les Français vont eux aussi transformer la ville et ses installations défensives. En 1673 déjà, un pont de bois est construit reliant les deux rives de la Moselle et permettant un étalement de la ville et de ses défenses au-delà de la rivière. Après la prise de Thionville par les Français, les ingénieurs militaires eurent pour objectif de renforcer les défenses de la ville. Dans un premier temps, ils vont augmenter le périmètre des fortifications avec la construction de 4 bastions. Et ils vont renforcer les bastions qui étaient au bord de Moselle en les rehaussant et en renforçant aussi toutes les défenses qui sont sur le long de la rivière. C'est également au XVIIIe siècle que s'est construit l'un des emblèmes du patrimoine thionvillois, l'église Saint-Maximin, qui était autrefois accolée aux remparts de cette ville de garnison. Mais la majorité des transformations consiste à rendre cette ville frontière stratégique imprenable. À la tête de ces nouvelles modifications, Louis de Cormontaigne, ingénieur militaire, nommé directeur des fortifications des villes de Metz, Thionville et Bitche en 1744. À Thionville, 3 grands bastions sont construits ainsi qu'une entrée monumentale, la porte de Sarre-Louis. Un canal est également creusé pour tempérer la rivière capricieuse de la Moselle. Thionville est définitivement devenue une place aussi forte que moderne, entourée de plus de 20 km de lignes de feu modernes. Les sièges que Thionville vivra ensuite mettront en lumière la qualité de cette ceinture défensive, en même temps que les noms de ceux qui ont su les utiliser au mieux, comme Léopold Hugo, père de Victor Hugo et gouverneur de la ville durant les sièges de 1814 et 1815. Et en 1870, lorsque Thionville est attaqué durant la guerre qui fait rage entre l'empereur français Napoléon III et le roi de Prusse Guillaume Ier, les fortifications, à nouveau, feront leurs preuves, mais cela ne suffira pas à garder la ville française. Le siège de 1870 a été terrible pour la ville de Thionville. La ville a été investie par les armées ennemies à partir du 6 octobre et elle a été soumise à un bombardement terrible à partir du 23 novembre. Pendant 3 jours, 8600 obus sont tombés sur la ville, détruisant un tiers des maisons, le palais du gouverneur, le manège, le toit de l'église Saint-Maximin. Et bien évidemment, la ville a été forcée de capituler bien longtemps après Metz et bien longtemps après la défaite de Sedan. Les Thionvillois avaient quand même tenu la dragée haute pendant plus de 100 jours aux armées ennemies. Annexée à l'Empire allemand, la ville s'apprête à vivre une rénovation urbaine et un développement urbain sans précédent. Tout autour du centre-ville historique, des quartiers entiers voient le jour sous la houlette de l'architecte Joseph Stüben. Les Allemands vont respecter les constructions anciennes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas toucher au noyau central de la ville. Par contre, ils vont construire de très très beaux édifices publics et tout cela afin de montrer l'importance et la puissance de l'Empire allemand. Les Allemands vont également détruire les fortifications de la ville de Thionville à partir de 1902. Ils étaient devenus obsolètes face au progrès de l'armement. Mais la ville ne perd pas pour autant son statut de place forte. En effet, les Allemands vont construire des défenses encore plus modernes et le meilleur exemple, c'est bien sûr le fort de Guentrange, construit sur la colline surplombant la ville. Un fort imposant en surface, mais aussi sous terre, qui s'intègre dans le système défensif de la Moselstellung. Les vestiges de ces époques successives sont aujourd'hui encore très visibles et très présents dans le cœur de ville, mais aussi aux alentours. Le XXe siècle, terrible lui aussi pour la ville avec la Première et la Seconde Guerre mondiale, continuera de marquer le patrimoine et le territoire thionvillois, comme ces graffitis laissés par les soldats américains dans les bastions construits antérieurement.
Au fil des siècles et des guerres qui ont secoué ce territoire, Thionville confirme son statut de ville historique. Moyen Âge, Renaissance, siècle des Lumières, 19e puis 20e siècle, les époques ont toutes laissé leur empreinte. Et c'est dans cet écrin d'histoire que se déroule aujourd'hui la vie quotidienne thionvilloise. Le beffroi, la tour aux puces, les bastions et bien d'autres bâtiments sculptent ce visage si particulier de la ville de Thionville qui, indéniablement, est un puzzle historique où les siècles passés se côtoient et ont construit, bâti, dessiné les contours de cette ville. Et aujourd'hui, les constructions du XXIe siècle continuent de se développer et font entrer la ville de Thionville dans la modernité du XXIe siècle. Et n'oubliez pas, si vous voulez découvrir l'histoire de la Moselle, de Metz, de Thionville et de toutes ces villes qui construisent ce département, rendez-vous sur YouTube et tapez Destination MOSL, Destination Moselle bien sûr, l'émission du patrimoine mosellan.